Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. La propagande morbide de Brut, Combini et Agi+, antinatalisme, euthanasie, les nouveaux médias produisant des vidéos virales semblent très portés sur des sujets sociétaux bien particuliers. Xavier Niel et Nice Matin, salade niçoise, sauce Macron. Xavier Niel pourrait devenir actionnaire majoritaire de Nice Matin, une arrivée qui interroge à quelques mois des municipales. Loi Avia contre la haine en ligne, la censure en marche. La loi visant à lutter contre la cyber-haine et instituant une censure extraordinaire sur les réseaux sociaux va bientôt être votée à l'Assemblée nationale. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Brut, Combini, Agi+, ces nouveaux médias produisent des vidéos destinées à être partagées massivement sur les réseaux sociaux. Et tous ces médias ont en commun une étrange fascination pour la propagande catastrophiste et morbide, antinatalisme, promotion de l'euthanasie, etc. Autant de sujets sociétaux qu'ils abordent frontalement, offrant des tribunes à des individus inconnus, ou presque, et qui portent des messages violents de déconstruction. Nous l'avions déjà relevé dans le numéro 240 Médias en mars dernier. Voilà que Marianne en fait un article. Suicide, homicide, stérilisation. Mais pourquoi Brut, Combini et compagnie sont-ils si morbides? Alors en quoi consiste cette propagande morbide? La réponse en images. Our society will collapse. Our society will collapse because of environmental collapse. But I have decided not to have children because this will worsen the situation. We are headed to collide with a brick wall. It is wrong that I would bring children into this world to collide into this brick wall with me. If I would have children, they would probably be climate refugees, and I will probably be a climate refugee. J'ai l'intime conviction que l'humanité va lentement mais sûrement vers un crash. Et vous ne pouvez plus avoir d'enfants, mais cette stérilité, vous l'avez choisie. Alors j'ai fait une vasectomie. Ça consiste essentiellement à sectionner les canaux déférents, donc les tubes qui relient les testicules au reste du système. Hi, my name is Leilani Munter, and I decided to not have children for the future of our planet and all the species we share it with. But I chose to not have children because I know that that will help the future generations. This world will be a better place if it's less crowded. En novembre 1987, vous avez décidé de mettre fin à la vie de votre fils Frédéric, qui était lourdement handicapé. L'acte en lui-même, comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai écrasé dans une soucoupe tout le tube de neuroleptique. J'ai mis un tout petit peu de lait et je lui ai fait prendre petite cuillère par petite cuillère tout le tube de cachet. Vous avez l'air en très bonne santé, en pleine forme, mais vous avez pris une décision, c'est de mourir début 2020. Pourquoi? Parce qu'il faut bien fixer une date à un moment ou à un autre si on veut partir comme on veut partir. Je me suis battue pour l'IVG. Maintenant, je me bats pour l'IVV, j'appelle ça comme ça, l'interruption volontaire de vieillesse. Donc Jean-Yves, quand on regarde l'ensemble de ces vidéos, on se demande si ce n'est pas en face d'une propagande morbide caractérisée, en tout cas.
Ah bah, je crois qu'on a à la fois le souci du clic, parce que c'est quand même des vidéos assez choquantes, donc qui doivent forcément buzzer, hein, donc il y a un aspect commercial. En bien ou en mal d'ailleurs. En bien ou en mal. Il y a souvent des débats en commentaire de ces vidéos-là. Et puis, bah, on a effectivement deux axes de propagande. On a l'antinatalisme par catastrophisme écologique. Par parenthèse, si on doit contrôler le nombre de naissances, c'est plutôt les naissances africaines qu'on devrait contrôler que les naissances européennes, qui sont toutes inférieures au seuil de renouvellement des générations. On va voir que c'est pas trop le souci de ces médias-là. C'est pas trop le souci de ces médias. Bon, donc l'antinatalisme d'un côté, et de l'autre, la banalisation et même, on peut dire, la promotion de l'euthanasie, qui est quand même un geste extrêmement difficile. Eh bien non, là, on le banalise, on l'étale, quoi, voilà. Alors, tout ça est un peu quand même contraire, je veux dire, à la logique de la vie. La logique de la vie, c'est l'expansion, c'est la durée, c'est la transmission. Et donc, tout ça est quand même anti-vital. En ce sens, c'est extraordinairement déconstructeur. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a vraiment une unité de tous ces nouveaux médias. On va l'étudier un petit peu tout à l'heure pour comprendre cette unité-là. Et ce qui est également intéressant à observer, eh bien, c'est que ces médias vont donc d'un côté faire l'apologie de l'antinatalisme et du déclin finalement démographique via la promotion des militants, des vidéos qu'on a vues. Et de l'autre côté, eh bien, ces médias vont promouvoir l'immigration en France et en Europe. Brut a ainsi réalisé plusieurs vidéos en faveur de l'immigration, déclarant ses bienfaits, avec par exemple celle-ci. C'est un petit clip de propagande, on y est habitué. C'est important, ces petits clips de propagande, parce qu'ils visent en fait les jeunes générations, les 15-30 ans ou les 15-35 ans. Ils sont généralement, ces médias sont généralement déficitaires, ce qui confirme bien que l'objectif est quand même de formater les esprits, et plutôt les esprits jeunes, à peine sortis de l'éducation nationale, à peine déformés de l'éducation nationale, hop, on enchaîne sur des formations par les nouveaux médias. Alors, autre de ces nouveaux médias qui promeut l'immigration, on a Combini, qui donne la parole au fameux Cédric Herrou. On me reproche d'avoir aidé des personnes dites en situation irrégulière et un flux, un quota. Et ce qui est compliqué, c'est ça, c'est que nous, on parle de gens, on parle d'individus, on parle de personnes au singulier. Et en face de nous, on a des gens qui nous parlent de chiffres. C'est pas du journalisme, ce n'est pas du journalisme. C'est une pure séquence de propagande. Je pense que c'est un petit peu le concept, effectivement, surtout que c'est qu'une vidéo parmi bien d'autres qui vantent les bienfaits de l'immigration ou de ceux qui font venir des immigrés clandestins en France. Alors, Jean-Yves, quand on voit finalement Brut et Combini qui font à la fois la promotion de l'immigration et qui disent qu'il faut faire moins d'enfants occidentaux, comment expliquer ce double discours, enfin ce qui semble être un double discours en tout cas? Je crois qu'on a affaire à des médias de propagande, des médias qui veulent en quelque sorte la disparition de la civilisation européenne, la disparition des Européens et leur remplacement. Ce sont des médias ouvertement remplacistes. Alors c'est intéressant de voir qui est derrière. Qui est derrière? Alors, on a Brut. Qui est derrière Brut? Xavier Niel. Xavier Niel, le patron du Monde, de l'Obs, de tas d'organes de médias, qui est aussi derrière la Banque publique d'investissement, qui est une banque publique, comme le nom l'indique, filiale de la Caisse des dépôts, et qui est sous direction maçonnique, et plus précisément avec une très grande influence du Grand Orient de France, à cette Banque publique d'investissement. On a aussi, là on est toujours dans le service public, si j'ose dire, France Info, et France Télévisions qui apportent le service de sa régie publicitaire. Donc ils ont un partenariat commercial. On a une alliance de médias publics, d'argent public et de Niel qui est un macroniste tout à fait militant. Alors voilà pour Brut. Brut, sachant que Brut, ce qui est intéressant dans Brut, c'est que, c'est comme vous l'avez dit précédemment, c'est un média qui est déficitaire. Je crois qu'ils avaient plus de 3 millions de pertes en 2017, ce qui veut dire que les actionnaires qui mettent de l'argent au pot, c'est pas la rentabilité qu'ils cherchent, mais plutôt l'influence, quoi. Non, ils remettent régulièrement de l'argent, effectivement, puisqu'ils recherchent de l'influence. Alors, Combini,
Combini, c'est un petit peu différent. Ils vivent essentiellement de publicité rédactionnelle. Il y a un mélange journalisme-publicité, bon, qui n'existe pas que chez eux, mais enfin qui est quand même qui est assumé, avec des grandes firmes comme Coca-Cola, qui a joué un rôle très important dans la diffusion d'idéologie mondialiste et multiculturaliste et immigrationniste. Il y a aussi L'Oréal, il y a aussi Netflix. Bon, ça, c'est les grands intérêts privés. Le directeur éditorial, c'est assez intéressant de le savoir quand même, c'est Madame Ariane Vincent qui a assuré la communication de François Hollande. Donc on est dans un engagement politique tout à fait conforme. Reste AJ+. Alors AJ+, c'est presque encore plus extraordinaire, puisque c'est Al Jazeera à destination des jeunes occidentaux. Al Jazeera, c'est un média qatari, c'est un média musulman, c'est un média sunnite, donc quand même plutôt rigoriste, mais à destination des occidentaux. AJ+, c'est un média qui promeut tout ce qui peut contribuer à détruire la vitalité occidentale. Donc on est dans l'immigrationnisme, on est dans le féminisme, on est dans l'homosexualisme. Sur AJ+, encore une fois, média qatari. Bravo. Et il y en a qui s'inquiètent des médias russes en France. Ben moi, je m'inquiète plutôt des médias qataris, figurez-vous. Alors Jean-Yves, pour finir sur ce sujet, vous serez ravi de savoir que Laurent Alexandre a publié, donc un chirurgien créateur de Doctissimo, grand éditorialiste médiatique ces derniers temps. Chirurgien et énarque. Oui, absolument. Qui a publié une tribune dans le journal de Valeurs Actuelles dans laquelle il tient ses propos. De fait, les écologistes sont ethnomasochistes. Ils proposent en réalité la disparition de la civilisation occidentale pour laisser la place aux migrants qui, eux, ne doivent pas diminuer leur fécondité. Donc, je crois que tout est résumé. Hein. Tout est résumé. C'est un compte Twitter tout à fait intéressant à suivre, le docteur Alexandre. Effectivement. Très politiquement incorrect. Parfois politiquement correct, parfois incorrect. On ne sait pas trop, mais bon. Incorrect, oui. Ouais. Voilà, enfin bon. Passons au zapping. Je ne veux pas que la France devienne le Kosovo, ma France devienne le Kosovo. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accumulation des phénomènes, et notamment en premier lieu le phénomène démographique, nous menace et voit cette menace apparaître de plus en plus clairement. D'où les réactions fortes que nous devons avoir dans les années à venir. J'ai constaté que pendant le grand débat, il n'y avait eu que très peu de Français qui nous avaient parlé d'immigration. Emmanuel Macron voulait mettre d'ailleurs l'immigration au cœur du il était question à un moment de voir si on ne mettait pas cette question en tant que telle, puis finalement on l'a rapatriée dans la 4e question sur la démocratie et la citoyenneté, ce qui est à mon avis la bonne manière de faire. Ma ville, mon style de vie a considérablement changé du fait de l'immigration, y compris quand tu te promènes dans un certain nombre de villes de banlieue, etc. Bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas été consultés pour ce changement essentiel de la société française. Les gens qui évoquent l'immigration, qui évoquent comme vous le retour ou le renforcement des communautarismes, et parlent de gens qui sont français. Oui, donc c'est ça le problème. Donc qu'est-ce que ces gens-là aussi, vous voulez les remettre? Il y a des partisans. Vous voulez les remettre aussi à l'extérieur du pays? Ça s'appelle la remigration. Oui. J'ai pas réfléchi plus que ça à cette question, mais je pense qu'en effet, il y a des gens qui sont français aujourd'hui qui devraient retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils ne partagent pas les valeurs et la culture française. On est bien, j'ai pas fait de liste de gens qui doivent repartir, je me suis pas posé cette question. Ce que je vous dis juste, c'est que sur le principe, il y a un problème aujourd'hui. Il y a des gens, vous attachez à la carte d'identité. Il y a des gens qui possèdent la carte d'identité, notamment parce qu'ils l'acquièrent de manière automatique, qui ne partagent rien de la France. Bon, c'est un problème. Je vous dis pas que je veux que tout le monde reparte. Je suis en train de vous dire juste, c'est un sujet et il faudra un jour se poser cette question. Les gars, on dit les gars. Même entre filles? Ouais. Frère, c'est comme son frère, enfin son ami proche, tout ça. Donc quand on dit frère, c'est pour dire mon ami proche ou quelque chose comme ça. Je m'appelle Ludovic, je suis gay et je suis un triton. La première fois que j'ai revêtu le costume de triton, je me suis senti très bien. La fierté, c'est s'accepter tel que l'on est. Je pense que c'est le plus important et c'est la leçon de toute une vie. Ne pas se sous-estimer
Rester fort, marcher la tête haute. Pourquoi parler des règles, c'est important? Parce qu'il y a des millions de femmes qui, juste tous les mois, ne peuvent pas sortir de chez elles, ne peuvent pas travailler ou aller à l'école à cause de ce qu'on appelle la précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les moyens financiers pour s'acheter des protections hygiéniques. Ce même Édouard Philippe disait en 2013, et j'ai retrouvé ces mots précis parce que ça me semble quand même important, nous nous opposerons résolument à la PMA pour les couples homosexuels féminins et à la GPA qui, au nom de l'égalité, ne manquera pas d'être réclamée par la suite. Ce même Édouard Philippe qui écrivait ça en 2013, c'est pas il y a 4 siècles, hein, en 2013 qui expliquait qu'il s'opposerait résolument parce que la PMA entraînerait naturellement la GPA, aujourd'hui nous dit on va faire cette loi sur la PMA, mais la GPA, jamais. Le Rassemblement national est dominant à droite, voilà, depuis plusieurs années, qualifié au second tour de la présidentielle, et il n'y a pas une personnalité significative des Républicains, des cadres, même locaux, des militants, qui rejoignent le Rassemblement national. En Grande-Bretagne, c'est 350 € par mois le forfait chômage. Débrouillez-vous pour retrouver un emploi. Alors évidemment, les gens se précipitent sur le premier emploi qui passe parce qu'il faut bien manger. Donc il y a 3% de chômage. Mais il y a des travailleurs pauvres et il y a des emplois difficiles. On ne supporte pas en France cela. On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail. Et de ce côté-là, il faudrait réformer complètement Pôle emploi. C'est pour ça qu'en France, on n'arrive pas à régler ce problème du chômage de masse. C'est pour ça que les chômeurs se ramassent à l'appel du 18 juin, bien sûr. Non. Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La tactique du gendarme, c'est de sanctionner avec autorité. Il y a ceux qui n'émettent pas sur leur antenne. Mais c'est pas tout, Faut gober tous les programmes des 27 chaînes. Mais c'est pas tout. Ah, ça décoiffe, hein. Ça décoiffe. Alors, la dernière séquence du zapping met assez mal à l'aise. Ah oui, c'est peu de le dire. Hein. Ce personnage qui se met en scène de manière un petit peu ridicule, c'est Nicolas Curien. Qui est Nicolas Curien? C'est un des membres du CSA. L'un des membres les plus éminents. L'un des membres les plus éminents. Il a même présidé par intérim le CSA quand M. Schramek était malade. Le CSA, qu'est-ce que c'est? C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que moi j'appelle censure socialiste de l'audiovisuel, mais c'est polémique. Mais de quoi parle-t-il d'ailleurs, M. Curien, là? Il parle bien de censure, puisqu'il fait une petite séquence qui veut humoristique. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cela. Sur le côté gendarme de l'audiovisuel. Et donc, involontairement ou volontairement, moi je me pose la question, involontairement ou volontairement, il tourne en ridicule le côté censeur du CSA. Eh ben, c'est pas mal. Je dois dire que c'est une séquence qu'on pourra reprendre à chaque fois qu'on aura à se plaindre du CSA. On la retrouvera. Au moins, ils nous auront fait rire. Hein. Oui, rire. Enfin, moi, me mettre plutôt mal à l'aise. Enfin, bon. Mais ce qui me met d'ailleurs le plus mal à l'aise, voyez-vous, c'est le personnage de Curien lui-même, qui est un scientifique qui vient de l'autorité de régulation des télécoms. Enfin, bon, c'est un personnage qui a fait une carrière plutôt technique et scientifique, et qui a, dans ses ancêtres, si je puis dire, mais ses ancêtres proches, deux personnes absolument éminentes, pour lesquelles, personnellement, j'ai beaucoup de respect. Son père, Henri Curien, qui a été le père du programme spatial français et européen, le père d'Ariane, c'est pas rien. C'est pas mal. Et son grand-père, l'immense Georges Dumézil, qui a été le grand découvreur de la construction sociale indo-européenne, de la vision sociale indo-européenne. Voilà, deux personnages tout à fait éminents. C'est pour ça que je préfère penser qu'il a plutôt joué la dérision, l'autodérision dans cette petite séquence, parce que quand on a le fils d'Henri Curien et le petit-fils de Dumézil finir gendarme, censeur de l'audiovisuel, c'est un peu triste tout de même.
On va croire ça, c'est vrai que c'est une meilleure issue, effectivement, parce que c'est quand même, ça a été une vidéo qui a été très commentée et très moquée sur les réseaux sociaux, et à juste titre. À juste titre, bien sûr. À juste titre, bien sûr. Alors, il y en a un qui mériterait, entre nous, d'être autant moqué, c'est Jean-Michel Apathy. C'est vrai. Qui n'en rate absolument pas une. Là, il nous dit, quand même, le Rassemblement national n'a recueilli aucune personnalité notable des Républicains. C'est totalement faux. C'est totalement faux, puisque précisément pour les élections européennes, là on est dans le récent, le Rassemblement national a accueilli dans ses rangs Dhuicq, qui est un ancien député LR, et Jean-Paul Garot, qui est un ancien député LR assez en vue, magistrat avant d'être député, et Mariani, qui a été ministre de Sarkozy et qui est une personnalité politique tout à fait éminente. Donc on ne peut pas dire une chose qui est fausse. Mais je crois que Apathy sait que la cérémonie des bobards va avoir lieu, c'est pas tout de suite quand même. Il se prépare, il a raison. Il se prépare, c'est pour février de l'année prochaine, il se prépare, donc il amène son petit bobard. Enfin, à mon avis, on est sur un échauffement. C'est un tour de chauffe. On va avoir la vraie performance dans quelques mois. Je pense. Alors, ensuite, il y a la petite séquence, la séquence de huée dans le stade pour le top 14, c'est l'arrivée de Macron, qui ne peut plus se déplacer nulle part sans être sifflé, hué, etc. Parce que, s'il a un certain succès parmi la droite portefeuille, il suscite quand même une hostilité croissante dans l'opinion publique. Voilà. Donc, c'est peut-être la contrepartie de son côté clivant, d'ailleurs. Un petit coup de chapeau pour Geoffroy Lejeune, patron de Valeurs Actuelles, qui reprend et explicite avec beaucoup de calme, beaucoup de pondération, le terme de remigration, en s'attaquant d'ailleurs, honnêtement, à la partie la plus difficile de la remigration, c'est-à-dire pas les clandestins, pas les délinquants, mais à ceux qui ont déjà la nationalité française, sans être français, comme il le dit, parce qu'ils ne sont pas français par la culture. Il aborde le sujet, il fait avancer le schmilblick, si je puis dire. Voilà. Voilà quelqu'un qui combat le grand remplacement de manière sérieuse. Eh bien voilà, alors peut-être un petit commentaire sur la séquence les séquences Vice BFM. On voit le modèle des nouveaux médias type Brut, type Combini, type Agi+, qui sont en train d'infuser dans les autres médias. C'est un nouveau modèle de communication, de même que quand Madame Ernotte, patronne de France Télévisions, dit il faut faire des économies sur France 3, il faut faire des économies sur France 4 pour mettre sur le numérique. Ceux qui veulent faire, c'est ces petites séquences de propagande. Voilà. On en a une belle sur l'homme qui se sent triton. C'est vrai que c'est assez... c'est magnifique. Le monde moderne, vaut mieux en rire. Hein. C'est comme la séquence avec le descendant de Georges Dumézil. Vaut mieux en rire. Vaut mieux prendre ça avec philosophie. Hein. Ouais, alors je ne sais pas si le triton descend de l'Odyssée. Je ne sais pas, effectivement. Il descend dans sa piscine et c'est déjà pas mal. Passons au deuxième sujet. Xavier Niel et Nice Matin, salade niçoise, sauce Macron. C'est une information qui a fait grand bruit dans le sud de la France, mais aussi dans le milieu médiatique cette semaine. Xavier Niel, le fondateur de Free et le copropriétaire du groupe Le Monde, est entré en négociation exclusive pour le rachat des 34% de Nice Matin possédés par le groupe Netis et, selon certains observateurs, prendre même une part majoritaire dans l'actionnariat du journal. Alors si cela fait grand bruit, c'est en partie parce que Iskandar Safa, qui est le propriétaire de Valeurs Actuelles, était déjà en négociation avec Nice Matin depuis plusieurs mois. Et la direction n'est pas enthousiasmée a priori par ce retournement de situation. Elle l'a fait savoir dans un communiqué publié sur le site du journal. Alors Le Monde, par contre, nous apprend, Le Monde qui est possédé par Xavier Niel en partie, nous apprend que du côté de la rédaction, par contre, et donc pas de la direction, eh bien, l'intérêt de Xavier Niel est plutôt bien accueilli. L'entrée dans la course de Xavier Niel est accueillie plus favorablement par la rédaction, qui attend néanmoins que l'entrepreneur détaille son projet. L'offre de Xavier Niel soulève l'enthousiasme de la rédaction, mais aussi de la curiosité. Que vient-il faire ici ? S'interroge le délégué du SNJ. Alors Jean-Yves, la question est légitime. Que vient-il faire ici ? Écoutez, c'est très simple. Il vient permettre la réélection d'Estrosi, qui est un maire LR macro-compatible,
et il vient pour s'opposer aux ambitions municipales et locales du Rassemblement national, qui est évidemment très fort, à la fois dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Voilà. Donc c'est extrêmement simple. C'est très drôle d'ailleurs de voir Le Monde qui fait un article élogieux sur le rachat par Niel, qui est son propre patron, d'un autre canard, en l'occurrence Nice Matin. Alors, qui est Niel? Niel, c'est un magnat de presse. Niel, en plus, il est marié à Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, qui vient de franchir, c'est le premier Français, le cap des 100 milliards de patrimoine. Tant mieux pour lui. Hein, ouais, chapeau, 100 milliards. Et donc, le couple Niel-Delphine Arnault contrôle toute une masse de journaux, L'Observateur, Le Monde, Télérama, La Croix, le Nouveau Magazine littéraire, ça c'est pour Niel, plus toute une série de titres numériques. Hein. Et en ce qui concerne Madame Arnault, c'est Le Parisien, Les Échos, L'Opinion, et j'en passe. Donc voilà des magnats de presse qui ont joué un rôle important dans la campagne de Macron, puisque c'est eux qui ont organisé la prise de contact entre le candidat Macron et Brigitte et Mimi Marchand pour assurer leur communication glamour. C'est lors d'un dîner peut-être plutôt, d'un dîner chez Niel et Delphine Arnault que tout ça s'est noué. Donc, eh bien, on voit bien, la boucle est bouclée. C'est un macroniste qui prend le contrôle d'un média important dans une perspective électorale, municipale, puis ensuite les perspectives qui suivront, à savoir départementales, régionales et présidentielles. Voilà, c'est l'empire politiquement correct qui s'étend. Alors, Xavier Niel a également eu les honneurs de l'Observatoire du journalisme cette semaine. En cause, eh bien, l'étrange silence médiatique analysé par le GIM autour des déboires de son école, l'école 42, un lieu formant gratuitement aux techniques digitales, notamment au codage des jeunes, près de 800 jeunes par an. Alors les déboires en question, Nicolas Sadira, qui a longtemps été directeur de l'école, avait été, par exemple, filmé en train d'administrer des fessées à une personne non étudiante dans un amphithéâtre de l'école. L'usine Nouvelle et Mediapart avaient révélé que ce même Nicolas Sadirac, qui d'ailleurs été rémunéré plus de 400 000 € par an, s'était réclamé de diplômes et qu'il n'avait jamais obtenu. Et puis, plusieurs irrégularités financières manifestes avaient provoqué la tenue d'un audit demandé par Xavier Niel lui-même, avec comme résultat, eh bien, justement, le débarquement de ce directeur à l'automne dernier. Et Jean-Yves, ce qu'on avait vu à l'époque, et ce que note le GIM donc cette semaine, eh bien, c'est qu'il y a eu un silence médiatique autour de cette affaire. C'est assez étonnant. D'autant plus que l'école avait été lancée à grands sons de trompe. Là, par contre, il y en avait eu des articles. Là, il y a eu énormément il y en a toujours des articles sur des ouvertures d'écoles dans différentes villes ou différents pays. Mais sur ces déboires-là, on n'a rien. Bah non. Écoutez, c'est très simple. Pourquoi c'est très simple. Niel a dit j'investis dans les journaux pour que les journalistes me foutent la paix. Et ça marche. C'est vrai que finalement, c'est efficace. Hein, c'est efficace, oui. Mais les journalistes sont libres, bien entendu. Bien entendu, on le sait très bien à Imedia. Passons au tweet.
Oui, alors, on commence très fort avec un bobard de l'AFP qui nous annonce, en ayant mal lu, mal traduit un article de CNN, que 40% de la glace du Groenland aurait disparu. Si 40% de la glace du Groenland avait disparu, on serait probablement sous l'eau, donc on le saurait. En fait, c'est très simple, il y a eu 2 km3 qui ont fondu, ce qui est d'ailleurs assez normal au mois de juin. La glace, un petit peu au-dessus de la moyenne. Oui, parce qu'un jour c'est au-dessus, un jour c'est en dessous, mais c'est assez normal. Bon. La glace fond l'été et se reforme l'hiver. Je vous signale ça. Et donc, il y a 2 km3 qui ont fondu, sachant que l'ensemble de la glace de l'Inlandsís du Groenland, c'est 3 millions de km3. C'est-à-dire que c'est 1 millionième... Même pas. Entre 1 demi et 1 millionième qui a fondu, comme c'est généralement le cas l'été. Eh bien, ça fait rien. L'AFP nous a fait un article bien apocalyptique, bien inquiétant, et tous les journalistes ont repris. C'est ça le plus inquiétant, parce qu'une erreur de traduction d'un stagiaire de l'AFP, bon, ça peut arriver. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais les journalistes, ils reprennent l'AFP telle quelle, jamais vérifier l'AFP. C'est incroyable. On apprend ça dans les écoles de journalistes. Vous ne vérifiez pas l'AFP. Bah si, faut vérifier l'AFP, parce que c'est une question de bon sens. Vous voyez un chiffre énorme, vous vérifiez s'il est... Est-ce qu'il est vraisemblable? Il peut être vrai sans paraître vraisemblable, mais au minimum, on le vérifie. C'est ce qu'a fait LCI, qui d'ailleurs a rectifié. Bravo à LCI. Voilà. Bravo à LCI. Alors, ensuite, on a, là, on va dire, le bobard par occultation. Dans l'affaire de Mulhouse. Qu'est-ce qui s'est passé à Mulhouse? Ça arrive d'ailleurs de plus en plus souvent. Oui, c'est régulier. Il y a eu des incidents lors d'un mariage. 2 sortes d'incidents. D'abord, les mariés, la famille de la mariée s'en sont pris à d'autres couples en voie de mariage, et surtout aux élus et au personnel municipal. Ils les ont pris des échanges de coups, violemment, des échanges de coups. Et puis après, il y a eu une fantasia dans les rues de... Fantasia pour les auditeurs. Fantasia, c'est une fête maghrébine, une cavalerie, une cavalerie maghrébine qui fait la fête. Voilà. Donc et là, maintenant, c'est avec des voitures. C'est remplacé les chevaux par des voitures. C'est remplacé par des Porsche ou des Maserati. Souvent loué pour l'occasion. C'est le même esprit, d'ailleurs. C'est le même esprit. Moi, je comprends d'ailleurs très bien que des Maghrébins veuillent faire des fêtes maghrébines, mais à condition qu'ils le fassent au Maghreb. Voilà, c'est très bien de faire ça chez soi. Voilà. Alors, c'est très fréquent ce genre d'incident dans les mariages. Et donc, on a eu la fantasia dans les rues de la ville, avec 40 procès-verbaux dressés. Et puis, on a eu les violences à la mairie. Là, c'est le même phénomène qu'aux urgences. Les violences aux urgences, c'est parce que certaines catégories de clients, si je puis dire, de malades ou de mariés, veut passer en premier, veut pas attendre son tour. Voilà. Là, en l'occurrence, ils étaient arrivés en retard, donc la mairie en a fait passer d'autres, a fait passer d'autres couples de mariés, et c'est l'origine de l'incident. Alors évidemment, les médias ne nous disent jamais qui est à l'origine de cela. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais ce ne sont pas des Alsaciens depuis 10 générations. Il faut dire les choses, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. De même, quand il y a des pompiers qui sont caillassés, si on ne dit pas qui caillasse, il n'y a que les Corses qui le disent, on ne sait pas, on ne comprend pas les choses. Et si on ne comprend pas les choses, on ne veut pas les traiter. Dernier point, mais c'est plus mineur, la petite équipe de chroniqueurs pseudo-humoristes de France Inter, je pense à Guillaume Meurice, je pense à Charline Vanhoenacker. Qui anime donc l'émission Par Jupiter sur France Inter. Qui sont pas toujours drôles, mais qui sont toujours politiquement corrects, ça on peut leur faire confiance. Ils se sont conduits comme des racailles dans un train, bon, c'est pas un événement c'est à la fois anecdotique, majeur, mais c'est révélateur, en fait, du sans-gêne. Du fait que ces gens-là se croient tout à fait au-dessus de toutes les règles et de toutes les lois sur la base de leur bonne conscience politiquement correcte. Voilà. Et alors, dans les tweets, il y avait également un tweet sur la suppression de la chaîne de Vox par YouTube. Et eh bien, on va voir que la censure a lieu également en France avec le 3e sujet, loi Avia contre la haine en ligne, la censure en marche.
C'est bientôt l'heure du vote pour la loi Avia, la loi dont nous avons parlé à plusieurs reprises ces derniers mois. Après un passage en commission, où les députés ont d'ailleurs décidé de muscler encore le texte initial, bien les discussions dans l'hémicycle vont commencer. Et c'est Le Monde qui assure le service communication de Madame Avia avec cette tribune. Mettre fin à l'impunité sur le web. 7 ministres s'engagent à lutter contre la haine en ligne. Et les signataires de cette tribune sont Nicole Belloubet, Jean-Michel Blanquer, Christophe Castaner, Franck Riester, Marlène Schiappa, Cédric O, Gabriel Attal et Laetitia Avia. Donc que du beau monde. Et eh bien dans cette tribune, on apprend... Internet a été créé comme un formidable espace de liberté, mais l'idéal de liberté qui a présidé à sa création menace aujourd'hui son existence même, car dans les replis de cette liberté se sont développés des abus chaque jour plus inquiétants. Les infox, les tentatives de manipulation des masses, les cyberattaques. Il suffit de quelques instants sur Twitter, YouTube ou Facebook pour y croiser menaces de mort, injures, racisme, antisémitisme, harcèlement. L'approche retenue repose sur un triptyque clair, punir les auteurs de comportements illicites, responsabiliser les réseaux sociaux et améliorer l'éducation et la formation des citoyens, en premier lieu des plus jeunes. Et les ministres concluent « Notre société défendra toujours la liberté et la dignité de chacun contre toutes les formes de haine ». Jean-Yves, que penser de cette tribune, sur le fond et sur la forme ? Sur le fond, c'est le tapis rouge déroulé au ministre du gouvernement Macron pour promouvoir une loi Bayon, une loi liberticide dans Le Monde, le journal de Niel. On est vraiment... il est partout, il est dans tous nos sujets. On est vraiment dans l'entre-soi. Aujourd'hui, c'est un festival. Niel. Alors, au prétexte, il faudrait censurer... Au prétexte de la cyber-haine, n'est-ce pas? C'est l'expression qui est utilisée. Eh bien, si vous voulez, la cyber-haine, ça a été défini dans le dictionnaire de Novlangue, paru en 2015, mais ça reprenait déjà des définitions antérieures. Donc, sous la plume de Michel Geoffroy et la vôtre. Sous la plume de Michel Geoffroy et de Paul Émiat. Cyber-haine, voilà, je lis le texte parce que c'est exactement, c'est tout à fait prémonitoire. Expression sidérante, vous ne pouvez plus réagir. Destinée à déconsidérer ceux qui diffusent sur Internet et les réseaux sociaux des informations ou des idées contraires à l'idéologie dominante. Cette expression sert surtout à préparer l'opinion à l'idée qu'il faut toujours plus contrôler Internet. Eh bien, on y est, puisque là, on a une loi liberticide qui vise à permettre une censure, à pousser à une censure privée. Puisque on va dire aux opérateurs privés, si vous ne censurez pas sur simple dénonciation, ce sera une dénonciation des lobbies féministes, des lobbies homosexualistes, des lobbies antiracistes, eh bien, vous risquez d'être condamné. Donc, on pousse à une super censure du privé sans sécurité judiciaire. Au nom de ce qu'on appelle la cyber-haine, la haine, le discours de haine, mais aux États-Unis, la Cour suprême, parce que les États-Unis, quand même, protègent la liberté d'expression. La Cour suprême a décrété que ce qu'on appelle le hate speech, c'était du free speech. Et effectivement, qui a besoin de la liberté de parole, si ce n'est ce qui est susceptible de déplaire? Une idée qui plaît au pouvoir n'a pas besoin de la liberté de parole. Les partisans d'Hitler avaient une totale liberté de parole dans l'Allemagne nazie. Les partisans de Staline avaient une grande liberté dans l'Union soviétique à l'époque de Staline. Il ne fallait pas trop déplaire au chef non plus. Mais... Non, mais à partir du moment où on plaît, ça va. Et les partisans de Kim Jong-un n'ont pas non plus de problème. Donc c'est forcément les discours qui déplaisent qui ont besoin d'être protégés par la liberté d'expression. Un dernier point. Vous avez noté, Nicolas, que ce n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Pourquoi ? Ah ben, j'ai pas la réponse. Eh ben, la réponse, c'est qu'un projet de loi, il est soumis au Conseil d'État. Et que le Conseil d'État peut faire des observations. Et toutes les lois liberticides, ce sont des propositions de loi. C'est la loi Pleven, c'est la loi Guesso, c'est la loi Taubira, c'est la loi Taubira sur l'esclavage, pas sur le mariage gay. Toutes ces lois, ce sont des propositions de loi parce que comme ça, ni vu ni connu, on n'a pas d'observation du Conseil d'État qui manquerait quand même pas de souligner les risques que ce type de loi font courir à la liberté d'expression.
Alors, il y a quand même certains médias qui ont essayé d'apporter un peu de distanciation, en tout cas, au moins par rapport à l'exercice du Monde qui a donné une tribune à cette ministre. On a par exemple Le Figaro, dans son article « Loi contre la haine sur Internet, objectif louable mais danger pour la liberté d'expression ». Bon, alors c'est un article qui reprend un peu ce que vous disiez sur cette question du signalement qui pourrait en fait amener une censure a priori par les réseaux. Puisqu'il décline, enfin il explique un petit peu le principe. En gros, un opérateur Internet d'un réseau social, donc Facebook, etc., qui verrait un contenu signalé, serait obligé sous 24 heures de le retirer s'il semble être contraire à la loi, sous peine d'une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc évidemment, quand ils vont recevoir plusieurs signalements d'un même contenu, eh ben, finalement, ils vont sans doute prendre le parti de le supprimer. Et là, on va donc vers quelque chose qui est extrêmement grave. Et ce qui est intéressant, c'est la remarque de Didier Maisto, qui est donc le président de Sud Radio, qui sur Twitter déclare « La plupart des comptes se réclamant du président de la République distillent de la haine sur les réseaux à un point jamais atteint en France. Appels au meurtre, insultes, injures sont légion. Cette initiative est un leurre, elle relève de la schizophrénie et du cynisme. » Mais finalement, en fait, j'ai envie de dire qu'on en revient à ce que vous disiez. Tant qu'on est dans ce qui plaît au pouvoir, finalement, il y a peu de risques de passer... Ben voilà. La haine pro-Macron est vivement recommandée. Mais c'est un des éléments... je sais que parfois, on trouve que le mot est exagéré, mais je ne le crois pas. C'est un des éléments de la mise en place de ce que nous appelons à Paul et Mia la dictature Macron. Et auquel nous consacrerons d'ailleurs le prochain forum de la dissidence. Écoutez, Jean-Yves, nous y consacrerons également, je pense, plusieurs immédiats dans les mois à venir parce que malheureusement, ce n'est pas prêt de finir pour le mieux, la dictature Macron. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et résistez à la dictature Macron.